Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai été absente un peu plus longtemps, tout simplement parce que j'ai lu beaucoup, mais j'ai lu beaucoup de choses que je n'avais absolument pas envie de vous présenter. Le souci des ouvrages dans le champ du développement personnel, de la santé, etc., c'est qu'il y a beaucoup de titres, mais aussi beaucoup de titres écrits par des personnes qui sont pas particulièrement, compétentes dans le domaine et heu et j'avoue que c'est une perte de temps. Mais bon, j'ai enfin trouvé quelque chose à vous présenter. Le livre du leak. Hem, je vous avais déjà, parlé du livre du Nixen dans cette même collection. Je vous mettrai les coordonnées de la vidéo dans la barre de description. Alors c'est dans le même esprit, c'est la même collection. D'ailleurs, l'auteur du livre du leak est l'auteur du livre du Hig. Je me suis entraînée. Et donc, on est sur cette idée de bien-être à la scandinave. Là, en l'occurrence, ce monsieur est danois. Et il a un métier très particulier. Il travaille dans le développement durable auparavant. Et désormais, il est président de l'Institut de recherche sur le bonheur de Copenhague. Mais l'Institut de recherche sur le bonheur se trouve à Copenhague, mais son travail est d'étudier le bonheur dans le monde entier. Qu'est-ce qui fait que les gens sont plus ou moins heureux et comment faire pour qu'ils le soient davantage? Bien. Donc, le sous-titre de l'ouvrage, c'est Le tour du monde des gens heureux. Cet institut a amassé, on va dire, 30 000 données sur plus de 20 pays différents. Donc c'est quand même intéressant. Donc ça veut dire que il rencontre d'autres personnes qui travaillent sur ce thème-là dans d'autres pays comme le Brésil, comme la Colombie, comme la Corée du Sud, etc. Et je ne suis pas certaine qu'il ait rencontré des personnes en France. D'ailleurs, j'en ai pas souvenir. Alors, euh, donc le mot leak en danois signifie bonheur, hein. Donc c'est le livre du bonheur, tout simplement. Alors, comment on mesure le bonheur? Alors, on a beaucoup parlé du Bhoutan qui préfère au produit national brut la dénomination, excusez-moi, je branche hop, sinon ma batterie est à plat, la dénomination de BNB, bonheur national brut. Euh, donc, on en parlait, puis à la fin des années 90, c'est devenu un indicateur au Bhoutan officiel qui sert à planifier, un outil de planification gouvernementale. Sachant que ces derniers temps, le Bhoutan, il y a un exil important des populations. C'est très particulier comme mode de vie. Il semblerait que les habitants ne soient pas aussi satisfaits qu'on veuille bien le dire. Enfin bon, ça, c'est un autre sujet. Euh, Malgré tout, le fait que ce soit un pays bouddhiste qui est à l'origine de ce BNB, on a quand même l'influence du bouddhisme et donc l'idée que le bonheur ne serait pas un cumul de plaisirs, mais bien quelque chose de euh, durable, basé sur une recherche intérieure personnelle, hein. Donc on n'est pas dans le consumérisme et quand on voit la situation du Bhoutan, on est très très loin du consumérisme occidental. Justement, alors l'Occident, il y a l'université d'Oxford qui désormais sort un rapport tous les ans donc sur le bonheur, inspiré donc de l'exemple bhoutanais. Alors je vais vous donner les un, puisque j'ai pris des notes, un
2, 3, les 4 axes principaux pour être heureux selon le rapport 2025, c'est faire plus confiance aux gens, prendre soin des autres, partager des repas et vivre à 4 ou 5. Bon. Euh, c'est un rapport qui se base sur 33 indicateurs, 124 variables, 9 domaines. Donc, si je vous donne ces 4 principaux axes, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont étudié que ça et que ça ne parle que de ça. Mais bon, on réfléchit. Plus faire confiance aux gens, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir une vision plutôt positive et des gens et de l'avenir. On parle en PNL non, pas en PNL, pardon, en analyse transactionnelle des positions de vie. Et on a tous un regard sur le monde. Donc, si on a un regard positif sur le monde, donc on va mettre plus. Si on a un regard positif sur nous-mêmes, on va mettre plus. Donc, on a une position de vie plus plus. Bon, ça, c'est l'idéal. Donc là, on va parler des positions de vie sur le monde extérieur, finalement, si on se basait sur une approche transactionnelle. Si on a une vision négative du monde, on est moins, et puis une vision positive de soi, on est plus. Alors là, ça fait un petit peu paranoïaque, hein, avec un ego un petit peu surdimensionné, une tendance à penser que le monde extérieur est mauvais. Si on a une vision négative du monde extérieur et de soi-même, on est plutôt sur un profil dépressif. Et si on a une vision positive du monde et négative de soi, là c'est un gros problème d'estime de soi avec une tendance à surévaluer les compétences des autres. Bon, et donc là, il faudrait donc une position de vie extérieure qui soit positive. Euh, mais faire confiance aux gens aussi, c'est leur prêter de bonnes intentions et être gentil les uns envers les autres, du coup, puisque tout le monde est, est plein de bonnes intentions, ben, moi aussi, et, et on sait très bien que la gentillesse, euh, faites l'expérience, vous sortez de chez vous, vous parlez à personne, vous avez l'air renfermé, vous dites pas bonjour, vous dites pas merci, euh, la probabilité que vous rencontriez quelqu'un qui se montre ouvert et gentil avec vous est quand même très faible. Quand vous faites la même expérience, vous sortez de votre immeuble, vous dites bonjour aux voisins, vous prenez de leurs nouvelles, vous montez dans votre bus, vous échangez deux mots avec le, le chauffeur pour lui demander comment il va, vous, euh, vous aidez une petite grand-mère à porter son caddie, et vous allez voir que dans votre journée, vous allez rencontrer des gens qui vont eux aussi être ouverts et gentils. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain nombre d'éléments, dont tout simplement le visage. On a même fait des expériences sur le bébé. Les bébés arrivent à décoder euh, des visages bienveillants ou pas très gentils. Eh bien, notre visage parle de nos émotions et donc de notre empathie et de notre ouverture à l'autre. Prendre soin des autres, donc on est là aussi sur de la gentillesse, mais ça met en avant aussi les liens intergénérationnels. Euh, on est dans une société, notamment du fait de l'éloignement géographique, où on est loin les uns des autres, les grands-parents en visio, au téléphone, etc. Et on voit que les expériences, par exemple, de bâtiments où cohabitent une crèche et une maison de retraite. Moi, j'habite dans ma rue, j'ai d'un côté une école et de l'autre côté une résidence pour seniors. Et la chorale de l'école va faire des concerts dans la résidence. Ils font des petites randonnées, des promenades ensemble. Et on voit que ça facilite énormément les relations, la vie, et donc ça induit davantage du bonheur.
On sait aussi que les gens qui font du bénévolat sont plus heureux que les autres. Parce que faire du bien, ça fait du bien, parce que on se retrouve en groupe, euh, je dirais tout âge, toute classe sociale euh, confondue, euh, tout sexe, etc. Donc là aussi, c'est en fait, plus on se côtoie et plus on, on pourrait presque dire c'est ça, que plus on se côtoie et plus on s'apprécie. Et c'est vrai qu'on est dans une société, on nous dit, alors surtout depuis 2020, restez chez vous, méfiez-vous, le monde est dangereux, tout est dangereux maintenant. Euh, on a eu nous une tempête là hier très 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 forte, hein, mais pour avoir vécu un cyclone à Mayotte, j'avais une petite idée de ce qu'il fallait faire. On anticipe. Et puis voilà, bon, j'ai eu de la chance de ne pas avoir été impactée, contrairement à d'autres, mais c'est être dans la peur et dans la méfiance constamment, ça ne peut être que facteur de malheur. Voilà, selon le rapport d'Oxford et de ma propre pratique, c'est évident. Euh, c'est faire partie d'une communauté plus généralement. Et si vous connaissez la pyramide de Maslow, on en reparlera parce que j'aimerais faire un parallèle entre la vie professionnelle et la pyramide de Maslow. Et si on prend la pyramide de Maslow, donc un psychosociologue, on voit que selon, on a besoin de répondre à des besoins, on a besoin de répondre à des besoins, tant pis, c'est redondant, euh, basiques, hein, se nourrir, la sécurité, le logement, etc. Et puis, mais on a aussi besoin d'appartenir à un groupe, on a besoin d'être reconnu en tant que personne, etc. Et donc, ça aussi, ça rend heureux. Et quand ça n'est pas euh, le cas, on est moins heureux. Et on voit que cette société hyper numérisée, le télétravail, le, les études à domicile, enfin pas au sens école à la maison, mais au sens, voilà, les formations en visio, etc. Tout ça fractionne et donc ne prédispose pas au bonheur. Même si le bonheur est subjectif, évidemment, on en fait des études, mais ça reste des études basées sur un ressenti. Alors, justement, ce ressenti, donc il y a la dimension hédonique, ce que les personnes ressentent au quotidien. On évolue ici la dimension cognitive, comment on analyse sa vie, et qui nous amène à la dimension eudémonique. C'est est-ce que ma vie a un sens? Est-ce que j'ai un but? Et ça m'intéresse tout particulièrement parce que comme je pratique la thérapie existentielle, notamment, pas seulement, mais notamment en me basant sur le travail de Viktor Frankl, dont je vous présenterai un ouvrage d'ailleurs, euh, et que je fais du coaching Ikigai, qui complète bien. Dans les deux cas, on parle justement de quand on n'est pas heureux, c'est on ne trouve pas de sens à sa vie, hein. On le dit d'ailleurs tous les jours, hein, quand on a une vie métro boulot dodo, c'est pas folichon. On aspire à autre chose. On n'est pas des bêtes. Donc, on aspire à autre chose que remplir un caddie, scroller, travailler et regarder des séries télé. Euh, il faut qu'on ait un but, il faut qu'on ait un sens, aussi basique soit-il. Euh, et, Et quand on amorce cette recherche de sens et que les choses commencent à bouger, ben on peut faire appel à la gratitude parce que on l'a vu, plus on voit les choses négativement et plus il nous arrive entre guillemets des choses négatives. Plus on a de la gratitude envers soi-même et on le voit ne serait-ce que dans la production d'un certain nombre, par exemple, de sérotonine, d'ocytocine, etc. On voit que la gratitude nous conduit à nous sentir mieux. Alors,
Gratitude en disant, bah voilà, moi j'ai de la gratitude pour le fait que j'ai été protégée des effets de la tempête. Mais on peut évidemment l'exprimer à autrui. Oh ben, heureusement que tu es là, sans toi, j'aurais personne pour garder mon bébé qui est malade. Voilà. Euh, donc ça, c'est aussi important. Euh, Toujours dans cet esprit de faire partie d'un groupe, etc., c'est de faire partie d'une communauté soutenante, d'avoir un soutien social. Et le souci de notre, entre guillemets, «État-providence», bien que on ait quand même un système, heu, de protection sociale qui s'écroule, hein, je pense pas que ce soit un scoop, mais par rapport à, un pays, officiellement du tiers-monde, on a quand même une protection sociale, hein, ce qu'on appelle un État-providence, mais qui du coup a cassé les solidarités. Parce que, hem quand on crée par exemple des maisons de retraite qui sont partiellement prises en charge par l'État, pas seulement hein, au prix où ça coûte, mais quelque part, on sort du système de ben, chaque génération prend soin des anciens. Même chose pour les crèches, euh, même chose pour le chômage, même chose. Alors évidemment, euh, l'idée c'est ben, je veux être indépendant, je veux pas être dépendant de ma famille. Mais en même temps, plus je vais vers l'indépendance, moins je vais vers le soutien d'une communauté. Donc il y a un équilibre à trouver entre une indépendance qui est nécessaire et à laquelle je souscris parfaitement, même personnellement, mais, mais pas sans les autres. C'est l'indépendance, c'est pas l'isolement, c'est pas la solitude contrainte. Et on voit que je reviens sur ce numérique parce que il prend une forme galopante et il m'inquiète beaucoup. On le voit sur les jeunes, par exemple, hein. Les jeunes, ma génération, c'était, des groupes, on se réunissait, on faisait des booms, on faisait des parties de baby-foot, on allait se promener, on montait à la pour moi, les filles, c'était on montait à l'arrière des mobylettes etc. Et voilà, c'était ça. Et puis après, on est passé il y a eu le téléphone. Alors, j'ai connu hein, les parents qui râlaient parce que c'était, vous savez, le téléphone à fil et qu'on mobilisait la ligne trop longtemps avec ses copines. Bon, et puis après, bah, c'était le téléphone, le téléphone portable, pardon. Donc, on passait beaucoup sur le téléphone portable. Et puis après, bah, évidemment, le smartphone avec les réseaux sociaux. Et puis, on s'aperçoit que les jeunes n'ont plus c'est-à-dire qu'ils rentrent, par exemple, du collège ou du lycée ou de l'université, enfin bref, et ils sont encore en lien avec des personnes, mais via internet. Si moi j'ai connu on allait les uns chez les autres pour s'aider pour les devoirs. Bon, quelquefois on prenait le téléphone, mais hem, je salue ma copine, Gaëlle, qui m'a aidée pour mes versions de grec. Mais aujourd'hui, c'est vraiment, ça vient même pas à l'esprit, quoi. C'est, bah, voilà, par les réseaux, par, internet, par, l'IA, par, à la limite les SMS, mais ça va limite être has-been. Il vaut mieux un groupe, voilà. Je peux faire de la pub parce que j'aime pas ce système, mais donc finalement, on en vient à avoir plein d'amis qui sont pas des amis. Et on s'aperçoit pour les gens qui commencent à faire une détox digitale que, bah, qu'ils sont plus heureux après. Hem, L'ambition est aussi un facteur de bonheur. Alors pas l'ambition, j'ai les dents qui rayent le plancher, mais une ambition pour soi. Puisque avoir des buts permet de, avoir un ou plusieurs buts permet d'être plus heureux, ben, une fois qu'on a des buts, en général, le but, c'est pas d'être rester dans un état larvesque au lit 365 jours par an. Donc, à partir du moment où on a un but, on a une ambition. Et quand on a atteint un but,
il faut aussi faire preuve de gratitude, il faut être reconnaissant envers soi-même déjà, et puis envers tout ce qui nous a conduit à ce but, mais pas être dans la recherche de passer à une autre ambition, etc. Sinon, on a une vision consumériste de l'ambition. Euh, Parce que c'est un petit peu comme dire, ben, plus j'ai de biens, plus je suis heureux. C'est très bien que c'est pas le cas, hein, même il y a un minimum. Il est évident que quand on est pauvre, quand on a peur du lendemain constamment, quand on peut pas répondre à ses besoins, euh, c'est difficile d'être heureux. Bien que, voilà, j'ai connu des gens pauvres qui étaient plus heureux que des gens qui étaient nantis. Mais mais c'est pas parce qu'on possède qu'on est satisfait. Donc, en fait, on s'est aperçu, il y a des études qui montrent que c'est en consommant des expériences plus qu'en consommant des biens qu'on était heureux. Si vous dépensez votre argent pour voyager, partir en vacances, aller au cinéma, euh, faire une fête avec des amis, euh, etc., je sais pas, tester le char à voile avec votre enfant, enfin, c'est, c'est ça en fait qui reste dans nos vies. Euh, quand on vieillit, de quoi on se souvient dans sa vie de positif? C'est pas d'avoir acheté euh, le dernier pantalon à la mode. C'est d'avoir euh, d'être monté sur la grande roue avec un de vos enfants, d'avoir fait découvrir la mer à votre voisine qui a pas de voiture et qui n'avait jamais vu la mer. Enfin, ce sont des choses comme ça que vous retenez. Donc, voilà, consommer des expériences. Et on sait que dans un système vertueux, plus on est heureux, meilleure est notre santé. Donc, plus on va aller vers notre bonheur, notre but c'est d'être heureux, et meilleure notre santé va être. Alors, ça va jouer sur notre système immunitaire, hein. Quand on est heureux, ben, on attrape moins tous les petits rhumes et les grippes, etc. qui passent. Une meilleure santé cardiovasculaire, hein, une meilleure santé mentale, évidemment, etc. Puisque l'état de bonheur, de plénitude, de joie, etc., permettent la production de certaines hormones, certains neurotransmetteurs, etc., qui vont jouer après sur la santé physique. Euh, il y a aussi la notion de liberté qui est importante. Et il y a un indice de liberté humaine. Alors, je vous lis qui combine les libertés individuelles, les libertés civiles, donc de l'État, et les libertés économiques. Bon, la France descend depuis quelques années. Euh, donc l'auteur donne de nombreux exemples hein, personnels. Pour tout ce que je vous dis, il donne des... Enfin, non, pas pour tout ce que je vous dis. Ce que je vous dis, ce sont des recherches personnelles qui enrichissent la lecture du livre. Mais l'auteur, dans ses exemples de tour du monde des gens heureux, donne de nombreux exemples et, euh, et insiste donc sur la nécessité d'être libre. Alors, les Danois euh, ont un système de protection qui est solide, davantage même que le nôtre, de protection sociale, mais en même temps, ils sont plus, entre guillemets, autonomes. Euh, donc, ils doivent se sentir, plus on est autonome, plus on se sent libre. Mais la notion de liberté individuelle, c'est fondamental. Et quand on fait un travail thérapeutique, c'est ça qu'on recherche. On cherche à se libérer d'un TOC, on recherche à se libérer d'une addiction, on recherche à se libérer de mémoires euh, familiales pathogènes, etc. C'est finalement ça l'objet d'une thérapie. C'est pas juste je me sens pas bien, voilà. Et donc finalement, plus on est libre, plus on est heureux avec ce raisonnement-là.
Parce qu'être libre, c'est quoi? C'est être, mais, excusez-moi, ça fait 2 nuits que je dors pas beaucoup parce que tempête, c'est un peu bruyant. Être libre, c'est être libre évidemment de son corps, être libre de ses projets, être libre de son temps. Ça aussi, c'est très important. Je vais y revenir. Être libre de ses interactions, être libre de ses choix, etc. Être libre de son temps, c'est important parce que on a une, aujourd'hui, maintenant, on a tendance à un peu, je dirais, le gaspiller. Je suis pas parfaite, hein, moi aussi. Euh, et si on appliquait le minimalisme, vous savez, le fait de se contenter de consommer les objets qui sont nécessaires et pas d'acheter pour acheter, si on prenait le minimalisme temporel, je dirais, euh, ce serait, c'est intéressant parce que je supprime tout ce qui finalement ne me sert pas. Parce que le temps, c'est notre vie en fait. Chaque temps est un morceau de notre vie. C'est pour ça que le bénévolat, finalement, c'est beau parce que on donne une partie de son temps de vie aux autres. Euh, et, et donc, est-ce que c'est nécessaire, quoi? Est-ce que regarder ce film, c'est nécessaire? Est-ce que passer mon temps sur les réseaux, c'est nécessaire? Est-ce que ça me fait quelque... Alors, après, ça peut me faire du bien. Si je regarde un film et puis qui me fait rire, qui me fait réfléchir, qui me fait rêver, etc. Enfin bon, euh, un documentaire, peu importe. Oui, mais est-ce que le temps que je fais, ça sert à ce que je fais là, la façon dont j'occupe mon temps, me fait du bien? Voilà, est-ce que ça me fait vraiment du bien? Pas au sens, comme je dis, j'ai mangé du chocolat, je suis déprimée, j'ai mangé du chocolat, ça me fait du bien, parce que là, c'est une satisfaction ponctuelle. Est-ce que ça me fait du bien au sens, voilà, est-ce que ça me rend heureuse? Euh, et l'auteur parle aussi des lectures, parce que là, je vous cite souvent les écrans, mais les lectures, par exemple. Il montre que certaines lectures prédisposent à être empathique, à être bon, à avoir de bonnes valeurs, etc. Et alors que d'autres ouvrages qui sont peu écrits, excusez-moi l'expression, avec les pieds, ou qui véhiculent des valeurs qui sont un petit peu, comment, ah, pas formidable. Et je pense à tout un courant de dark romance, un courant de thriller assez glauque, etc., moi, me pose question. Euh, et donc, ce que l'auteur évoque m'a fait penser aux Living Books de Charlotte Mason, qui a établi une pédagogie et qui insistait sur les bons ouvrages qui permettait à l'enfant de grandir. Un élève, finalement, c'est quelqu'un qui s'élève. Hein, s'élever, c'est beau. Euh, et donc, par exemple, je sais pas, moi, Cro-Blanc est un living book. Quatre filles du docteur March, etc. Euh, donc, c'est, ce sont plein comme ça, plein de pistes que je vous donne pour être heureux selon différentes études. Alors, selon cet ouvrage que je vous invite à lire, qui se lit très très facilement, et puis selon différents organismes qui étudient le bonheur. Mais ce qui ressort quand même beaucoup, c'est l'idée de se lier plutôt que se diviser, euh, aller vers l'autre, aller vers la nature, s'ouvrir plutôt que se renfermer. Euh, Et je finirai par une citation de l'auteur. Alors là, je vais vous la lire, hein. Il s'agit de juger nos sociétés non par le succès de ceux qui finissent premiers, mais par notre capacité à relever ceux qui tombent. Voilà, à bientôt.